Alors, oui, bonjour, vous pouvez prendre place. Il y aurait 2 personnes ici, puis une 3e là-bas. Alors, c'est le moment de s'attarder aux résultats de ce sondage. Donc, je suis en compagnie de gens qui travaillent pour la firme Dynamo. Donc, il y a Anne Loranger-King. Bonjour. Mihai Raegodorowski. Oui? Presque. Alors? Raegodorowski. Enchantée. Merci. On peut l'appeler Misha aussi. Misha aussi. Alors, on peut l'appeler Misha aussi. Merci. Et Véronica Vivanco. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de vous présenter les grandes lignes de ce sondage. On essaie de le faire vraiment sous forme de conversation conviviale. Là, vous comprendrez, ils ont beaucoup de données. Alors, ça se peut que des fois, on retourne vers nos feuilles. L'idée, c'est d'être le plus exact possible parce que vous pouvez prendre des notes et aller en discuter par la suite. Donc, si vous avez besoin de regarder vos notes, ça va. Et c'est pas tout le monde en parle, on n'est pas sur un hot seat, ça va. C'est convivial, tout ça. Donc, le chantier Culture en action a été lancé, on le sait, donc par le biais d'une grande consultation. Donc, on va commencer de façon générale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonjour. Est-ce que ça marche? Pas encore. Pour les micros, cravates, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que ça marche? Pas encore. Et maintenant? Oui, bonjour. Pas encore. Est-ce que là, ça marche? Oui, très bien. À moins que je parle très fort. Ou je peux vraiment prêter mon micro. On est rendu loin dans les codes COVID. Est-ce que je vais vous passer mon micro? Je pense que ça va être plus simple. Oui, ça va être plus simple, d'accord. Je vais essayer de gérer mon stress, le micro et le clicker. Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, l'objectif de cette première collecte de données, c'était de prendre une photo à un moment... Oui, comme ça, c'est mieux. Ah, OK. De prendre une photo à un moment précis, afin d'ouvrir la conversation, puis de contribuer à mettre la table pour une première réflexion collective. En fait, c'est un premier jalon d'un processus plus grand dans le cadre du chantier. L'objectif, c'est de nous amener à la fin de ce grand chantier Culture en action avec un plan d'action à la fin 2022. C'était aussi une opportunité d'entendre la voix d'un plus grand nombre d'acteurs, d'actrices, de créer un espace de mobilisation pour les personnes du secteur, d'aller à la rencontre des gens. Le sondage a donc été conçu en collaboration avec Compétences Culture, mais aussi en collaboration avec la table de concertation que Sophie vous a présentée un petit peu plus tôt. Le sondage a donc été... l'objectif de ça, c'était vraiment de... Je vous en parle un peu plus tard. Mais le sondage a donc été transmis en ligne via les membres de Compétences Culture, mais aussi via les réseaux sociaux. C'était donc une première façon de contribuer au chantier, puis il a été possible de répondre à ce sondage-là entre le 23 mars et le 4 avril. L'intention du sondage, c'était donc de prendre le pouls des personnes œuvrant dans le domaine de la culture. Puis une fois qu'on a eu les résultats, dans le fond, les premiers grands résultats de ce sondage, ça nous a permis de présenter ça aux groupes de discussion, les 12 groupes de discussion qu'on a eus pendant le mois d'avril. Et donc, ces groupes-là, c'était dans l'idée d'approfondir et de mieux comprendre un peu les enjeux et tout ça. Je vais continuer juste. Donc, les 4 thématiques, ce sont les mêmes que ceux de l'événement d'aujourd'hui. Ce sont les grandes thématiques qui ont été divisées comme ça dans le sondage, mais aussi pour les groupes de discussion. Puis, vous allez voir que dans la présentation qu'on va vous faire, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de graphiques. Donc, si vous aimez beaucoup ça, il y en a d'autres dans le rapport de sondage complet qui va être aussi disponible. Donc, est-ce que celui-ci est ouvert maintenant? Oui, bonjour. Est-ce que je te repasse celui-ci? Oui. Ah, est-ce que là, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Comme ça, on pourra se le partager. Combien de personnes ont répondu à l'appel? Oui, allô? OK. On va se passer le micro. Ah, celui-là fonctionne. Le mien fonctionne. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour la question. Donc, au total, ce sont 590 personnes qui ont répondu au sondage en ligne. La majorité des personnes se sont associées au genre féminin. Hauteur de 66% étaient plutôt concentrés dans les régions de Montréal et la capitale nationale. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'ensemble des régions étaient représentées à l'exception de la région du nord du Québec. J'ajouterais aussi que ce sont des personnes qui, dans l'ensemble, cumulent beaucoup d'années d'expérience, parce que c'est quand même 41% des personnes qui ont répondu qui ont plus que 20 ans d'expérience dans le secteur culturel, comparativement à 6% qui ont moins que 2 ans. Pour ce qui est des groupes de discussion, donc c'est 75 personnes qui ont participé aux 12 groupes,
Puis, la composition des groupes s'est faite sur une base volontaire à partir des personnes qui ont répondu au sondage, sur une invitation qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et également sur des invitations personnalisées. Puis, en fait, ça a permis vraiment... On l'entend? OK, parfait. Ça a permis vraiment de regrouper des gens dans les 4 thématiques, mais des gens de différentes fonctions, de secteurs d'activité, de différents statuts. Donc, ça a vraiment permis de créer quelque chose de très beau. Oui, mais c'est très intéressant. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a frappé dans le profil des personnes qui ont participé au sondage? Bien, en effet, le sondage permettait de cumuler différents choix de statuts et de rôles, et ça nous a permis de mettre en évidence, en fait, le cumul, justement, des métiers et des différentes réalités que les gens du secteur doivent conjuguer. Donc, à titre d'exemple, si on prend les gens qui se sont identifiés comme artistes, on voit que 26 d'entre elles s'identifient aussi comme gestionnaires et 22 comme artistes et formateurs, formatrices. Fait qu'au niveau du sondage, on a aussi fait certains croisements de données au niveau du statut encore aussi, et on a vu que ça permettait d'identifier des tendances et des réalités différentes, par exemple par rapport aux travailleurs, travailleuses autonomes et les employés. Et les groupes de discussion, comme Michel le disait, le fait de pouvoir de créer des groupes mixtes, donc des gens qui focalisent sur une même thématique avec différents métiers, fonctions, sous-secteurs. Fait que ça nous a permis à la fois de, évidemment, voir les spécificités de tous ces métiers-là, de ces secteurs-là, mais aussi en même temps de faire émerger des résonances par rapport à des enjeux transversaux qui touchent tout le secteur. On va parler de formation, de développement des compétences. Qu'est-ce que les participantes vous ont révélé à ce sujet? Oui, donc on a d'abord questionné les gens sur leur niveau de formation puis leurs compétences, mais on a aussi ensuite voulu identifier les contraintes principales à la formation initiale et continue. Ce qu'on peut en dire, 98 des personnes sondées ont mentionné qu'elles ont les compétences requises pour exercer leur métier. On apprend également que 70 des personnes mentionnent qu'elles ont une formation initiale en lien avec leur métier ou leur activité principale dans le secteur culturel. Voilà. Mais comme le disait Véronica, on a aussi croisé les données avec les fonctions principales. Donc, en faisant ça, on observe que ce sont 86 des gens qui situent leur activité principale dans la recherche, création, interprétation, qui mentionnent qu'elles ont une formation initiale en lien avec leur métier ou leur activité principale. Il s'agit donc d'un taux considérablement plus élevé que ceux observés dans les autres catégories de fonctions. Mm-hmm. Et pourtant, la formation initiale, ça semble également être un défi pour certains, pour certaines. Oui, définitivement. Certaines contraintes à la formation initiale ont été signifiées. C'est le cas, comme vous pouvez l'observer dans le tableau ici, donc c'est le cas du contenu de la formation qui est considéré comme trop générique par 26 des personnes et peu adapté à la réalité d'aujourd'hui par 22 d'entre elles. Et ça, aussi bien chez les employés que chez les travailleurs, travailleuses autonomes quand on a fait le croisement. C'était le même genre d'écho qu'on a eu dans les groupes de discussion où les gens ont souvent mentionné que le contenu de la formation initiale n'était pas toujours adapté à la réalité changeante du terrain. Puis je dirais qu'un des exemples les plus intéressants il y a eu beaucoup d'exemples intéressants, mais un exemple intéressant était celui du cirque, dans lequel la formation n'est pas toujours adaptée. Donc, par exemple, un travailleur en hauteur va être obligé de suivre une formation qui est la même que celle donnée dans le domaine du bâtiment, dans le métier du bâtiment. Donc, ça nous dit que certaines formations sont donc vraiment trop vieilles ou inadaptées ou enfin pas collées aux besoins. Donc, ça, c'est pour la formation initiale, mais pour la formation continue, qu'est-ce que vous avez constaté? Ça aussi, ça a été des conversations intéressantes. Puis, en fait, quand on a observé les résultats du sondage, on a vu que les gens étaient plus portés à identifier les contraintes liées à la formation continue qu'à la formation initiale. Pour ce qui est de la formation continue, donc, c'est le manque de disponibilité pour suivre la formation qui a été mentionné par 61 des répondants, comme on peut le voir ici. Suit ensuite le manque de connaissances sur l'offre de formation disponible et le manque de pertinence de l'offre en lien avec les besoins du milieu aussi. Puis ça a été aussi, quand on a croisé avec les travailleurs, travailleuses autonomes et avec les employés, on a le même genre de statistiques qui est sorti. Puis ça a été en fait le même son de cloche qu'on a eu du côté des groupes de discussion, où ce qu'on nous a mentionné surtout, c'est, on a parlé du temps au début dans les présentations, mais c'est ça, c'est le manque de temps, l'essoufflement,
Le fait que les formations aussi sont rarement payées par les employeurs, ce qui donne un petit peu moins envie ou moins de temps pour aller se former. Puis, il y a aussi, en lien avec les compétences en tant que telles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs métiers pour lesquels il n'existe pas de formation, en fait. Et donc, on dit il y a peut-être une centaine de métiers dans le domaine de la culture et il y a peut-être une dizaine de formations réelles concrètement qui existent. Puis le fait qu'il y a un manque aussi, donc comme le métier n'est pas reconnu, comme il y a un manque ça peut générer un manque de réglementation, un manque de normes. Et donc, s'il y a des conséquences, par exemple, quelqu'un qui va se blesser pendant un entraînement et tout ça, bien, ça fait que les gens ne sont pas nécessairement couverts par des assurances et tout, mais ça, on va le voir plus tôt dans la section sur le filet social. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a un exode des personnes dans le milieu culturel? Bien, effectivement, selon le sondage, il y a vraiment une personne sur 4 qui réfléchit à quitter ou à effectuer une transition de carrière. Et de ces personnes, la moitié pense quitter le milieu du secteur culturel. Parmi ces personnes qui réfléchissent à faire une transition de carrière, les travailleuses, travailleurs autonomes souhaitent à hauteur de 53 % faire cette transition dans le secteur culturel, par contre. Oui, comparativement à 31 % pour les personnes employées. Dans les groupes de discussion, on a demandé de nous spécifier un peu c'était quoi les raisons à vouloir faire transition de carrière. Et un peu comme Anne le mentionnait, puis qu'on a entendu depuis le début dans les présentations, bien, l'épuisement et la non-reconnaissance ressort haut et fort. Puis quand on parle de non-reconnaissance, c'est du métier d'artiste, mais aussi du secteur culturel en général. Bon, les conditions de travail, c'est au cœur du chantier. Donc, quels sont les enjeux prioritaires qui ont été mentionnés par les participants à la consultation? Oui, bien, les enjeux de rémunération non compétitive, la faiblesse de revenus et la santé mentale, vraiment, arrivent en tête avec 50 %. Puis tout ensuite vient le manque de considération du travail invisible à 61 %, et ce, surtout pour les travailleuses, travailleurs autonomes. Fait que c'est le même écho encore dans les groupes de discussion. Les personnes participantes nous ont mentionné à plusieurs reprises la fatigue émotionnelle et physique, puis toute la question de la surcharge, notamment liée à ce travail invisible et l'effet que ça peut avoir sur la santé mentale. Fait que ce travail invisible, parlons-en, il est répandu à grande échelle dans tout le secteur, un travail qui est non reconnu, non comptabilisé et surtout non rémunéré. Et donc, c'est vraiment ça qui fait naître un sentiment de non-reconnaissance de ce que c'est le travail intrinsèque d'un artiste, tout l'investissement qu'on y fait personnel, les coûts reliés à la production, la création, sans compter les nombreuses heures de recherche, rédaction de demandes de subventions. Puis, un écho similaire dans les groupes de discussion du côté des gestionnaires aussi, du travail invisible qui se fait dans les coulisses. On a beaucoup entendu parler donc de la précarité des emplois dans le secteur culturel. Que nous disent les personnes à travers cette consultation? Oui, donc dans le sondage, on a demandé aux personnes d'indiquer les mesures de soutien social auxquelles elles ont eu accès au cours des 2 dernières années. Puis c'est 43 % de l'ensemble des personnes qui ont mentionné qu'elles n'ont eu accès à aucune des mesures sociales parmi donc, les choix qui étaient proposés. Et lorsqu'on a commencé à creuser dans les données, c'est là où la précarité des emplois dans le secteur est devenue plus apparente. Une précarité qui touche particulièrement les travailleurs et les travailleuses autonomes, puisque 28 % des personnes qui ont ce statut n'ont pas eu accès à des mesures de soutien social, ou dit autrement, c'est 72 % qui en ont eu, mais en fait, 50 % d'entre elles ont eu accès en fait, aux prestations d'urgence. Et suit ensuite les prestations d'assurance emploi avec 20 %. Et si je me souviens correctement, on est sous la barre de 10 % pour le reste des mesures de soutien social. Est-ce que tu avais terminé, pardon? J'avais encore quelques petites choses à ajouter, oui. Donc, une autre chose qu'on a fait dans le sondage pour cerner cet enjeu a été de demander aux personnes de sélectionner les régimes dont elles bénéficient ou auxquels elles cotisent, parmi donc une liste qu'on leur a donnée. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'elles sont très nombreuses à ne pas en bénéficier ni à cotiser et que, encore une fois, le statut d'emploi est un facteur déterminant. Donc, par exemple, c'est près de la moitié des travailleurs et travailleuses autonomes qui ne bénéficient ni cotisent au régime d'assurance, ni à des régimes d'assurance, alors que chez les personnes employées, c'est plutôt 16 et 24 % respectivement. Et même lorsqu'elles bénéficient ou elles cotisent, en fait, une part de ces personnes ne le font pas par la voie de leur métier dans le secteur culturel, mais plutôt par d'autres voies,
comme par exemple des cotisations personnelles, comme par exemple par la voie d'un conjoint ou d'une conjointe, ou encore par la voie d'un autre métier finalement dans le secteur. Et c'est particulièrement le cas des régimes d'assurance et des REER. Et c'est quelque chose en fait qui est ressorti dans le groupe de discussion aussi. Puis notamment parce que le statut finalement de l'artiste ne donne pas accès à certaines mesures de soutien et que ces personnes connaissent des périodes d'insécurité entre des contrats. Est-ce qu'il y a des catégories d'emplois qui sont plus vulnérables que d'autres? Oui. Donc, commençons déjà par dire que l'ensemble des enjeux qui ont été proposés sont considérés prioritaires par la vaste majorité des personnes répondantes. C'est particulièrement le cas pour ce qui est du manque de sécurité d'emploi et de la possibilité d'une perte de revenus, que ce soit en raison d'une maladie ou d'un accident de travail. Mais c'est là où c'est vraiment devenu intéressant à s'intéresser au degré de priorité qui est accordé et donc c'est lesquels qui sont considérés comme très prioritaires. Donc on a fait cet exercice, puis on a croisé les données en fonction de la fonction finalement des personnes répondantes. Et on s'aperçoit que les personnes qui sont dans la recherche, création, interprétation, dans la production, mais également celles qui travaillent dans l'ensemble des fonctions, donc qui cumulent toutes les fonctions, vraiment vivent une plus grande précarité en matière de filet social et une différence qui se situe souvent environ à une dizaine, quinzaine de points de pourcentage par rapport aux autres. On sait que le sujet de la diversité et de l'inclusion est d'actualité, alors que révèle la collecte de données? Bien, c'est important pour nous de laisser la place pour aborder cette question dans les groupes des discussions et dans les deux groupes qu'on a eus à ce sujet. Se sont vraiment trouvés des espaces d'échange profonds où est-ce qu'il y a eu des prises de parole, puis même des prises de conscience, qu'on pourrait dire. En ce qui concerne le sondage, on a sondé les gens sur les différentes mesures dont disposent les organisations pour lesquelles ils travaillent pour favoriser l'inclusion et la diversité. Et parmi toutes les mesures présentées, celle d'avoir une politique interne en diversité, équité et inclusion arrive en tête avec 39% des réponses. En second lieu, et à la hauteur de 28%, on mentionne le fait d'avoir des cibles en représentativité des personnes issues des groupes dits de la diversité et au sein des instances décisionnelles. Donc, ça aussi, c'est un écho qu'on a eu dans les groupes de discussion où est-ce que, dans le fond, on nous a beaucoup parlé des manques de pratiques et de processus organisationnels inclusifs qui favorisent l'inclusion. Donc, ça parle un peu du chemin qui reste à faire. Et pour les enjeux prioritaires? Bien, encore ici, c'est vraiment l'ensemble des 10 enjeux présentés dans le sondage liés à la diversité et l'inclusion qui est considéré comme étant prioritaire par la vaste majorité des gens. Fait que comme vous pouvez le voir à l'écran, ceux qui arrivent en tête, mais ils ont tous coté très fort. Mais pour vous en mentionner quelques-uns, donc le manque d'équité salariale à 84%, la difficulté d'attraction et de recrutement des personnes issues des diversités à 80%, les barrières quant à l'accès, comme je disais, aux instances de pouvoir à 78%, et l'inaccessibilité aux activités et événements aux personnes vivant avec un handicap physique ou mental à 78%. Donc, ce qui est singulier, parce que tout ça est très prioritaire, c'est que quand on regarde de plus près, disons, le manque d'équité salariale, on constate que la majorité des femmes l'ont jugé très prioritaire pour seulement le quart des hommes. Eh bien. Oui, étonnant. Et un peu la même chose aussi lorsqu'on observe, par exemple, l'ensemble des enjeux listés, on constate que le degré de priorité accordé est considérablement plus élevé, et ce quand même de 15 à 25 points de pourcentage de différence auprès des personnes qui s'identifient à un groupe issu des diversités comparativement à celles qui ne s'identifient à aucun groupe. Fait que si on prend l'exemple que vous voyez à l'écran, la non-reconnaissance de la profession des personnes issues de toutes les diversités est identifiée comme un enjeu très prioritaire par 57% des personnes qui s'identifient à un groupe issu des diversités, tandis que ce taux va se situer à 35% parmi les personnes qui ne s'identifient à aucun de ces groupes.
Donc, un grand écart. Puis finalement, peut-être pour vous donner un petit élément au niveau des groupes des discussions qui n'étaient pas inclus dans le sondage, mais qui étaient plus particuliers à ça, c'est l'accès au financement. Donc, on nous a partagé que ça reste complexe pour les personnes issues des diversités. On nous a partagé que la hiérarchisation de l'esthétique, puis une vision parfois ethnocentrique de la création pouvait limiter l'accès aux subventions. Est-ce que vous avez été en mesure de dresser quelques tendances à travers tout ça? Oui. Oui, donc en fait, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'on s'est d'abord senti vraiment privilégié de pouvoir être au cœur de ces discussions-là. Ça a été quand même 12 groupes de discussion. On a passé 2 heures avec ces personnes-là, puis ils nous ont confié des choses vraiment très intéressantes, puis qui nous a semblé représenter bien aussi ce qu'on voyait dans les grandes tendances du sondage. Puis, on a constaté finalement des grandes tendances que vous pouvez voir, mais ce qui a été aussi nommé dans les présentations tantôt, c'est-à-dire la grande fatigue qui semble régner dans le secteur, puis la fragilité, dans le fond, reliée à la santé mentale aussi. C'est un sujet de préoccupation, mais c'est aussi quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises. Puis ça, dans tous les milieux confondus, peu importe le secteur, peu importe la fonction, qu'on soit gestionnaire ou qu'on soit artiste, ça semble être un sentiment de préoccupation. Il y a aussi toute la non-reconnaissance du travail invisible, ce que Véronica a bien mentionné, tout l'investissement en temps et en argent que ça prend pour être à la hauteur dans un système qui est basé quand même sur l'excellence. Et donc, au niveau autant de la performance que la recherche de financement, que la recherche créative, tout ça, donc, c'est un élément qui a été beaucoup mentionné. Puis le manque de valorisation en tant que tel du secteur de la culture et aussi des personnes qui la composent. Et finalement, le manque de sécurité d'emploi puis les bonnes conditions de travail, ça va aussi avec le manque de salaire concurrentiel. Donc, comment on fait pour rester attractif? Les gens qui semblent quitter le milieu, mais aussi, bon, au niveau des employés du secteur de la culture aussi, si les salaires ne sont pas à la hauteur, autant en muséologie, on nous a mentionné aussi quelques exemples assez probants. Si on n'est pas capable d'offrir, par exemple, pour les gens qui travaillent dans les musées, le même prix que quelqu'un qui va travailler dans une épicerie, c'est assez, ça génère énormément de complexité. Donc, il y a ces grandes tendances, mais on avait aussi envie de vous dire qu'il y a évidemment des grands enjeux, des contraintes et tout ça, mais spontanément, il y a aussi eu beaucoup de pistes de solutions qui nous ont été mentionnées, et ça a été super intéressant parce que c'était des groupes de discussion, comme on vous l'a dit, qu'on vous a dit, qui étaient basés sur des gens de différents secteurs, des gens de différentes fonctions qui étaient à la même table. Et même si on avait un gestionnaire ou une personne en médiation culturelle ou un artiste, il y a quand même des concordances qui se sont créées à travers ces pistes de solutions, puis des pistes d'inspiration aussi. Donc ça, je pense que ça va nous aider aussi dans les réflexions qu'on va faire dans les 2 prochains jours. Puis ça démontre une certaine vitalité du secteur, puis une envie profonde de contribuer à améliorer, à transformer les choses. Alors, en terminant, si vous aviez un souhait à formuler pour le monde de la culture, qu'est-ce que ce serait? Bien, pendant toutes les consultations qu'on a faites, on a vraiment entendu un cri du cœur de l'urgence de faire bouger les choses, puis aussi un appel à la solidarité, à la concertation pour faire des avancements significatifs. Fait que ce serait ça le souhait que moi j'aurais, c'est un écho à cet appel pour le secteur. Bien, merci de nous avoir donné les données pour aller au bout de ça. Il y a quelqu'un d'autre qui avait un souhait, hein? Je sens. On avait tout un petit souhait à vous. Excusez-moi. À ton tour, Micha. Je vais y aller parce que j'ai le micro. Donc, pour nous, l'idée, c'est... En fait, pour moi, personnellement, ce que j'ai constaté après tout ça, c'est de valoriser la culture puis de le considérer comme un service essentiel. Après s'être fait dire pendant tellement de temps que c'était pas un service essentiel, en fait, on le voit et on l'observe. C'est vraiment essentiel à notre société, notre collectivité. Et finalement, donc, pour moi, ce serait vraiment de poursuivre cet élan qui a été initié par cette consultation, vraiment de briser des silos pour travailler ensemble sur des enjeux qui, finalement, sont transversaux et qui préoccupent tout le secteur. Merci beaucoup à vous trois. Et ce que j'étais en train de dire, en fait, c'est que d'avoir toutes ces données-là, c'est tellement important de pouvoir s'appuyer sur ces chiffres-là. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous partager les infos. On vous laisse réfléchir un peu à tout ça. C'est une pause d'une dizaine de minutes, puis on va se retrouver par la suite pour une autre présentation pour inspirer vos discussions. Merci beaucoup à vous trois. Merci à tous. Bon 2 jours.